Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus m'écouter. Je suis Khadija Abdelwali, je suis développeuse full stack chez Ipon Technologies depuis janvier 2023 à Bordeaux. Et aujourd'hui, je suis là pour vous raconter une histoire, celle d'Alice. Alice est une jeune développeuse pleine d'énergie et de motivation. Elle vient d'arriver dans une nouvelle équipe, un projet qui l'enthousiasme beaucoup. Le développement d'une application web pour une SPA. Son job, développer une nouvelle feature, un formulaire d'adoption en ligne. En tant que développeuse consciencieuse, Alice écrit des tests unitaires, met en place des tests d'intégration pour certains composants, et pour le reste, elle exécute quelques tests manuels pour valider son use case, mais il ne va pas plus loin. Soyons honnêtes, il y a peu de temps, peu de moyens, et la deadline approche à grands pas. Alors, confiante, Alice merge son code et le met en prod. Tout semble rouler pour elle. Elle a pu livrer à temps. Elle a réussi à remplir les KPI imposés dans son équipe en termes de couverture de tests unitaires et son code a l'air de bien fonctionner. Pourtant, quelques jours plus tard, la SPA est en panique. Plusieurs adoptions ont été validées pour le même animal. Tigrou, notre mascotte, a mystérieusement été adopté 3 fois. Alice regarde les logs, les tests, l'API. Rien ne lui saute aux yeux. Et pourtant, les faits sont là. En regardant les bases de données, elle voit bien qu'il y a plusieurs adoptions qui ont été validées quasiment en même temps pour le même animal. En creusant un peu plus, elle s'est rendue compte que sur son interface, le bouton d'adoption n'est pas grisé automatiquement, n'est pas désactivé automatiquement après la validation de la première adoption. Il met quelque temps à l'être et les requêtes d'adoption, enfin les demandes d'adoption reçues dans ce laps de temps sont validées. Il est quasiment impossible de reproduire le souci en local et pareillement en test unitaire ou test d'intégration. Pendant une pause café, Alice parle de ses mésaventures à une collègue et celle-ci lui parle de tests end-to-end automatisés capable de reproduire des scénarios assez proches de la réalité et surtout, elle lui parle de robot framework. Naïvement, Alice pense à un robot humain qui s'occupera de tester son code à sa place. Tu sais, enchaîne sa collègue, tu pourrais automatiser tes tests end-to-end sans te prendre la tête. C'est lisible, facile à écrire et puissant. Ainsi commença alors la conquête de Robot Framework avec la requête de... Pardon. Ainsi commença alors la conquête de Robot Framework par Alice. Elle est décidée à le prendre en main et à bien l'utiliser pour valider ses développements. Et surtout à découvrir tous ses secrets. Alors, Robot Framework, c'est un framework... Robot Framework est un framework Python keyword driven, c'est-à-dire basé sur des mots-clés. On écrit donc des tests avec des mots-clés qui ressemblent plutôt à raconter une histoire. Chaque mot-clé représente une étape du test, claire, lisible et compréhensible. Résultat immédiat, même des personnes non tech peuvent comprendre les scénarios de test. J'ai vraiment du mal avec framework cet après-midi. Robot Framework nous permet également d'automatiser des tests, mais sous format de tests modulaires. Chaque test est construit en blocs indépendants qu'on peut réutiliser un peu comme les Lego pour construire d'autres scénarios de test sans tout réécrire. Les librairies.
Robot Framework est accompagné par un grand nombre de librairies qui constituent un peu sa force. Vous avez besoin de tester une API, vous pouvez utiliser la librairie Request. Vous avez besoin d'interagir avec votre interface, Selenium. Testez votre fichier XML, sans surprise, XML. Vous avez juste à intégrer la bonne librairie et c'est parti. Plus besoin de réinventer la roue, tout existe, ou presque. Et ce qui ne l'est pas peut facilement être créé parce que Robot Framework donne la possibilité d'écrire ses propres librairies en Python et de les embarquer dans les tests end-to-end. Et enfin, la cerise sur le gâteau, les rapports de tests robots sont assez détaillés. À chaque compagnie de test, Robot génère un rapport clair, visuel et complet. Alice peut facilement voir ce qui s'est bien passé, ce qui a échoué et surtout pourquoi. Elle perdra plus autant de temps à éplucher des milliers de lignes de log. Maintenant, essayons de voir à quoi ressemble un test robot. Un test robot. Les tests robots sont constitués en différentes sections. La première, la section Settings, permet de définir la configuration du test. Elle permet notamment, par exemple, de définir une documentation qui explique le but du test, des tags que j'ai pas mis sur l'exemple pour lier le test à des exigences métiers, des ressources où on importe toutes les librairies et les fichiers ressources qui sont utilisés dans le test. Et puis finalement, les setup et teardown. On en a deux types. Les setup teardown de test qui sont exécutés avant et après chaque test. Et puis les setup et teardown de suite de tests qui sont exécutés avant le premier test et après le dernier test de la suite, respectivement. Et puis ensuite, on a les variables. Pardon. Les variables qui sont surprises nous permettent de définir des variables qui sont utilisées dans notre test, test robot. Et puis ensuite vient la partie la plus importante du test, les test cases, qui définissent les scénarios de test de notre test robot. On peut en avoir un ou plusieurs dans le même fichier robot. Pour chaque test, on peut définir une documentation, un peu comme pour le fichier robot, des tags également. Et puis ensuite vient la liste des actions, l'appel des keywords. Comme vous le voyez, les keywords sont assez parlants. On peut facilement comprendre que, par exemple, le keyword click on adopt button nous permet de cliquer sur le bouton pour accéder au formulaire d'adoption. Pareil pour le fill-in adoption form, ça nous permet de remplir le formulaire avec les données qu'on lui passe en argument. Ainsi de suite. Et puis la dernière section, c'est la partie keywords. La partie keywords nous permet de définir les keywords. En fait, les keywords robots ressemblent assez à des méthodes de technologie classique, à une différence près qu'ils sont en langage assez proche du langage naturel. Ce qui fait que les personnes, je me répète un peu, mais ce qui fait que les développeurs ou les personnes non tech, des PO, des PM, chefs de projet ou autres, peuvent assez facilement comprendre les scénarios de test, voire même les dérouler, enfin les exécuter ou autres, enfin les valider ou pas d'un point de vue métier. Pour chaque keyword, on peut ou pas passer des arguments ou une liste d'arguments avec le mot-clé argument. Et c'est tout pour le petit test. Et d'un autre côté, on a le fichier ressources où on peut, qui est constitué également de sections. Là, pour l'exemple, j'ai uniquement mis la section settings avec une documentation et une librairie
Là, notre fichier ressources permet uniquement d'importer la librairie Selenium qui est utilisée dans notre fichier de test, mais on peut assez facilement rajouter des keywords qui peuvent être utilisés dans tous nos fichiers robots, ce qui permet d'éviter la duplication de code notamment. Alors là, on peut exécuter notre fichier de test. La commande est assez simple. Il suffit de lancer le robot suivi du nom du fichier. Notre teardown, notre setup et teardown sont exécutés. On voit bien que les browsers ont été ouverts et fermés à la fin du test. Là, notre deuxième test case est lancé. Et il est fail. Hop. Robot Framework nous a généré un rapport de test pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. On trouve au tout début les statistiques par tag et les statistiques par suite de tests. Là, on voit bien, ou alors des statistiques globaux pour tous les tests. On avait 2 test cases, un passed et un failed. En regardant un peu plus les détails d'exécution, on voit que le premier test est OK, est passed, alors que le deuxième ne l'est pas. Et on peut facilement voir à quelle étape est-ce que ça a bloqué. C'est la vérification c'est à l'étape où on vérifie que notre bouton d'adoption est désactivé. On a un message assez clair qui nous explique que le bouton en fait qui s'attend à trouver comme désactivé était en fait enabled. Et en compagnie, on a une capture d'écran de l'état du navigateur au moment où le test est failed. Là, pour l'exemple, c'est assez simple à voir. Le message tout seul était assez clair, mais par contre, ça peut vraiment nous aider dans des cas un peu plus compliqués. Et puis, à la fin, on a le teardown qui est exécuté. Et c'est tout. Donc, si on revient à notre... Si on revient à notre présentation, si on résume un peu tout ce qu'on a vu jusque-là, pourquoi est-ce qu'on peut décider d'utiliser Robot? Premièrement, parce que Robot est assez facile à configurer et à mettre en place. Il suffit d'installer Python et Robot en local, d'écrire un fichier robot, un premier test robot dans un fichier .robot, et c'est bon. Et on est parti. On n'a pas vraiment de configuration XML ni de setup à mettre en place pour commencer. Ça peut être vraiment utile quand on apprend robot, ou alors quand on essaie de convaincre une équipe d'adopter un framework, par exemple en préparant un POC. Ça peut être on peut facilement avancer sur le développement et l'automatisation de nos tests. Et donc, ça peut être un vrai atout. Deuxièmement, le Robot Framework est assez accessible. Est assez accessible de par sa lisibilité. Comme on l'a vu dans l'exemple, les keywords sont assez clairs. Ils sont assez proches du langage naturel, ce qui fait qu'ils sont compréhensibles par tout le monde. Un autre point fort de Robot est qu'il est facile à maintenir. La structure des fichiers tests ressources permet d'avoir une distinction entre les test cases, les mots-clés, les keywords, les variables et fichiers de ressources. Ce qui nous permet d'avoir un projet bien organisé, surtout quand il grandit et donc reste assez facile à maintenir.
Et puis, par conséquent, le robot framework est assez évolutif. Il est simple de rajouter de nouveaux tests sans de nouveaux test cases à un projet existant. Réutiliser les keywords existants pour écrire de nouveaux test cases. Et puis encore, parce qu'on peut facilement rajouter de nouvelles librairies Python pour des besoins qui sont pas déjà couverts par les librairies officielles robots. Mais comme pour toute technologie, Robot a également des limites. Premièrement, par sa syntaxe, Robot ne fait pas la différence entre un espace et un underscore, par exemple. Un keyword create user avec un espace ou create user avec un underscore, c'est tout pareil pour Robot. Il n'est pas sensible à la casse non plus, ce qui fait qu'une variable login tout en minuscule ou tout en majuscule, c'est exactement la même chose pour lui. Et ça peut causer quelques petits soucis si on n'en est pas conscient. Et puis, on a une question de performance sur de très grosses campagnes de tests, avec des milliers de test cases, par exemple. Robot peut devenir un peu long à l'exécution, comparé avec d'autres solutions un peu de plus bas niveau. Donc, si je résume un peu ce qu'on a vu jusqu'ici, il ne faut pas négliger l'importance des tests end-to-end pour valider nos use cases. Là, je dis pas qu'il faut remplacer les tests unitaires, tests d'intégration ou autres par des tests end-to-end, mais il reste important d'avoir des tests globaux pour valider nos use cases et éviter d'avoir des régressions après des changements ou de nouvelles implémentations. Robot Framework est une des solutions qui nous permet d'automatiser ces tests. Il simplifie l'écriture et la lecture des tests, mais il a quand même ses limites. Et le plus important, c'est de ne surtout pas oublier que le but n'est pas d'avoir le plus beau, le plus récent framework ou celui le plus à la mode, mais plutôt de fournir la meilleure qualité à ses utilisateurs. Et vous, est-ce que vous vous laisserez tenter par une aventure au pays des robots comme Alice ou pas? Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis là.